អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. La parole est à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Le coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Concernant votre retour au Cambodge, est-ce que vous êtes rentré volontairement ou est-ce qu'on vous y a forcé? Réponse. Cela a été un retour volontaire. Je n'ai pas été forcé à rentrer. Comme je l'ai indiqué, je pensais à mon pays et ma femme était déjà rentrée en janvier, soit 6 mois avant mon propre retour. Il y avait donc plusieurs raisons de rentrer. Question. Pourquoi votre femme est-elle rentrée au Cambodge avant vous? Réponse. Ma femme était professeure, elle n'avait jamais été impliquée en politique, elle ne pensait qu'à la culture et à la littérature française. Toutefois, après notre mariage, j'ai voulu qu'elle rentre au Cambodge. Elle a fait. Question. Vous étiez d'accord tous les deux pour entrer au Cambodge? Réponse. Oui, on peut dire cela. Question. Avec qui êtes-vous rentré au Cambodge? Réponse. Je m'en souviens, c'était en juillet 1976. Il y avait parmi nous 4 militaires rentrés des États-Unis. Il y avait un chargé d'affaires, du GRUNC qui rentrait de Cuba, c'était M. Possing, ainsi que sa femme, qui était la fille de Dara Driwat, une star du cinéma cambodgien. Il y avait la femme de Sraithon, qui était apparentée à Madame Yengtirit par alliance. Il s'était marié avec la sœur cadette de Yengtirit. Et aussi Madame Ton, elle était probablement chargée d'affaires
en Allemagne de l'Est. Peu de temps après, elle est décédée. Ses 3 enfants étaient avec elle. Il y avait aussi la mère de Yang Tirit et Yang Tirat, la fille de Yang Tirit, qui était professeure à l'école secondaire. Donc il y avait la mère de Yang Tirit, 2 de ses sœurs cadettes, 3 neveux, soit une nièce et 2 neveux. Question. Durant votre voyage avec ces gens, est-ce que la femme de Yang Sari et d'autres membres de la famille vous ont donné des informations sur la situation qui prévalait au pays? Réponse. D'après mes souvenirs, tous étaient tristes. L'expression triste qu'ils avaient était peut-être le résultat du décès de l'ambassadeur en Allemagne de l'Est, ou bien si cette tristesse était liée au retour au pays. Quoi qu'il en soit, ils étaient amicaux. J'avais beaucoup de respect pour la mère de Madame Yang Tirit. Elle n'a pas dit grand-chose. Et j'avais le même respect pour elle que pour ma mère. Son expression était douce. Et en général, cette famille n'avait pas de motivation politique. Elle n'avait jamais adhéré au FUNK. Telle était mon impression. La raison de leur retour au Cambodge était peut-être liée au fait que leur fils occupait un poste élevé dans le pays. C'est peut-être aussi parce que la femme de Madame Ton, dont le père est décédé récemment, avait une expression triste sur le visage. Elle pleurait. Je ne sais pas si c'était parce qu'elle rentrait au pays, mais en général, ils étaient amicaux dans l'avion. Concernant les autres, y compris des militaires rentrés des États-Unis, ils avaient récemment fui en Thaïlande via Kampong Som. C'était d'anciens résidents du Kampuchea Krom et ils voulaient rentrer au Cambodge pour défendre le pays. C'était des experts de différents domaines pour certains d'entre eux et ils voulaient défendre le pays. Question. Avant votre retour au Cambodge, avez-vous reçu de mauvaises nouvelles sur la situation dans le pays? Et si oui, sur quoi portaient ces nouvelles? Réponse. Les nouvelles que je voulais entendre avaient trait à mon épouse. Qui était rentrée au Cambodge avant moi. Et j'étais très inquiet parce que je n'avais reçu aucune nouvelle après son retour. Et
Pour ceux qui avaient eu la chance de partir, y compris Sun Sit-kyu et Tinsopip, qui étaient partis avec la délégation, j'avais interrogé ces personnes pour savoir où était mon épouse. On m'a répondu que tout allait bien, qu'elle était à l'institut pédagogique, etc. Et c'est ce que m'ont dit ses amis. Et bien entendu, je les ai crus. Mais je ne savais pas si mes amis me disaient la vérité ou s'ils étaient vraiment au courant de la situation réelle. Donc, bien sûr, on recevait d'autres informations émanant des réfugiés quittant le Cambodge en raison de la situation et de la famine dans les campagnes. Et comme j'avais vécu au Cambodge, moi je m'étais imaginé que là où il y a de l'eau, il y a du poisson, qu'il y aurait toujours assez de nourriture au Cambodge. C'était ma conclusion subjective à l'époque. Et comme j'avais été parti tellement longtemps du pays, mes sentiments ne m'ont pas poussé à me poser des questions sur ce qu'on me disait. On savait qu'il y avait Tonle Sap, Tonle Bassa, qu'il y avait normalement abondance de nourriture, et donc je ne croyais pas aux informations portant sur la famine. Le procureur, merci. L'appareil qui vous a ramené de France, où a-t-il atterri? En route pour rentrer au Cambodge. A-t-il fait escale? Réponse. À l'époque, il n'y avait pas de vol direct pour le Cambodge. Tous les vols devaient faire escale et on transitait par Pékin. J'ai donc dû passer 2 nuits à Pékin avant de poursuivre mon voyage vers le Cambodge. Merci. Question. Donc, à Pékin, lorsque l'appareil s'est posé pour faire escale, qui a accueilli les délégués cambodgiens à l'aéroport à Pékin? Lorsque je suis arrivé à Pékin, j'ai vu des jeunes Cambodgiens qui portaient des chemises à manches courtes et des pantalons noirs. Ils n'étaient pas diplomates, c'étaient des jeunes qui parlaient le khmer et ils constituaient le personnel de l'ambassade. Ils étaient 4 ou 5 qui se tenaient là et qui nous attendaient. Et les passagers dans l'avion étaient dans 3 catégories. D'une part, les membres de la famille de Ieng Sary, et si j'ai bon souvenir, pour ce groupe de personnes, les autorités chinoises sont venues les prendre en charge. Et Hai Kum Sing, qui était le chargé d'affaires du Kampuchea démocratique à Cuba, quelqu'un que je connaissais parce qu'il était un ancien étudiant de Moscou. Il s'est rendu à l'ambassade cambodgienne de Pékin pour y séjourner. Moi, on m'a emmené à un hôtel qui n'était pas trop loin de l'aéroport. En fait, c'était un hôtel réservé pour les passagers en transit à Pékin. Question.
Lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport de Pékin, est-ce que vous avez obtenu des informations quelconques concernant le Cambodge? Réponse. Lorsque je suis arrivé à Pékin, je n'ai reçu aucune information. Mais les jeunes qui sont venus nous accueillir m'ont dit qu'ils étaient des anciens combattants et qu'ils étaient des héros qui avaient acquis la victoire au Cambodge. Et ils m'ont dit que si j'avais du temps libre, je devrais me rendre à l'ambassade du Cambodge. Et je suis allé visiter la place Tiananmen, après quoi j'ai poursuivi mon chemin et je suis allé à l'ambassade du Cambodge. Et ce que j'ai noté sur place, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes gens qui y travaillaient. Monsieur Duchen était l'ambassadeur à l'époque. Et en voyant son apparence, je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un diplomate ou d'un ambassadeur, car son apparence physique n'indiquait en aucune manière qu'il pût être un diplomate. Mais il vivait avec sa famille à l'ambassade. À part lui, il y avait d'autres jeunes fonctionnaires qui travaillaient à l'ambassade. J'avais rencontré des diplomates dans d'autres pays, par exemple M. Paichin, qui était un diplomate de haut rang. Mais ce que j'ai noté qui était un peu étrange, c'est que c'était tous des jeunes qui travaillaient à l'ambassade. C'est l'observation que j'ai pu faire. Et M. Paichin avait également parlé de la situation au Cambodge. Et il m'a parlé de la situation, m'a posé beaucoup de questions sur ce que je savais du Cambodge. Et j'ai parlé à M. Pichang et il m'a dit que l'information que j'avais reçue concernant le Cambodge était inexacte et il a continué de me convaincre que ces personnes partaient d'un sentiment révisionniste alors que la société cambodgienne de cette époque n'avait plus besoin de ces personnes. Donc j'ai parlé de lui à d'autres personnes et on m'a dit qu'il avait été un enseignant en Cambodge. Alors, je me suis dit que cette personne était sans doute enthousiaste à l'idée de la victoire. Et je savais que Guzman et d'autres avant eux. Mais je ne croyais pas ce qu'on me disait parce que je croyais déjà dans la situation qu'on me décrivait sur le Cambodge. Merci. Question. Vous nous dites que vous avez rencontré les diplomates en Belgique, à Pékin, pardon, et que vous avez entendu une description de la situation au Cambodge. Quand on vous a expliqué tout cela, est-ce que vous aviez toujours envie de rentrer au Cambodge ou est-ce que vous avez dès lors eu l'intention de rentrer en France ? Ayant entendu ce que m'ont raconté ces diplomates, lorsque je suis rentré à l'hôtel, j'ai réfléchi et je me suis demandé pourquoi ils m'avaient raconté tout cela. Et cela a éveillé des soupçons en moi. Puis je me suis dit, comme j'avais de toute façon déjà décidé de rentrer au Cambodge, il fallait que j'arrive au Cambodge. Question. Merci
Alors que vous étiez à Pékin, avez-vous rencontré personnellement Ieng Sary ou d'autres hauts dirigeants du Kampuchea démocratique lors de votre escale à Pékin? Réponse non. Non, je n'ai rencontré personne d'autre que les personnes dont je vous ai parlé il y a un instant. Question, merci. Quand avez-vous quitté Pékin pour le Cambodge? Je ne m'en souviens pas très bien, mais je pense que ça ne pouvait pas être plus de 2 ou 3 jours après mon arrivée à Pékin. Et je suis alors parti pour le Cambodge. Donc avant de quitter Pékin pour le Cambodge, avez-vous à un moment quelconque reçu des informations, entendu des déclarations faites par Ieng Sary ou d'autres dirigeants du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire avant de quitter Pékin pour regagner le Cambodge? Non, ce ne fut pas le cas. Si j'avais été en France, j'allais chez le marchand de journaux pour lire la presse, mais à Pékin, ne lisant pas le chinois, je ne pouvais pas obtenir ni comprendre des informations en chinois. Je n'avais pas accès à la radio khmer, donc je n'avais aucune information. Je vous remercie. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Portant sur votre arrivée au Cambodge. Lorsque vous êtes arrivé au Cambodge, j'aimerais savoir où vous avez séjourné ainsi que ce que vous avez fait. Lorsque vous êtes arrivé au Cambodge, lorsque l'avion s'est posé à Pochendong, quelle a été votre première impression de la situation autour de Pochendong? Réponse. C'est un souvenir très, très vivace. C'est comme si comme si j'étais arrivé hier à Pochendong. Lorsque l'appareil s'est posé en territoire cambodgien, des étudiants et les passagers ont regardé par les fenêtres de l'avion, ont vu des terrains vagues, ont vu différentes choses en regardant hors de l'appareil. Tout le monde était très excité à l'idée de rentrer au pays et ils ont vu les cratères importants causés par les bombardements en tapis des B-52 américains. Donc, notre émotion était très forte à l'idée du retour. Nous voulons être au Cambodge aussi rapidement que possible afin de pouvoir constater de visu ce qu'il était advenu de notre pays. Et lorsque nous avons atterri, je me souviens personnellement, parce que j'avais quitté le Cambodge en 1965 et je n'étais jamais rentré au Cambodge avant ce jour. Et je me suis souvenu que ce jour-là, le jour de mon départ, c'est ma mère qui m'avait accompagné jusqu'à l'aéroport. Et je regardais les immeubles et le paysage à l'ouest de l'aéroport. Mais lorsque je suis arrivé, la situation n'était pas du tout la même. Je n'ai vu que quelques mécaniciens chinois vêtus de blanc, et à part ceux-ci et les techniciens, je n'ai observé que des gens portant des vêtements différents. Ce n'étaient pas les vêtements que portaient normalement les personnes qui travaillent dans les aéroports. Je ne savais pas. Je me suis demandé dans quel pays j'étais.
je n'arrivais pas à me situer dans le pays. Et donc, à ce moment-là, si on m'avait demandé si j'avais envie de reprendre l'avion pour repartir, c'est sans doute ce que j'aurais fait parce que je ne savais même pas vraiment dans quel pays je me trouvais, tellement les choses étaient différentes au niveau de la situation, car la personne qui a fouillé les passagers à l'arrivée avait des paniers dans lesquels ils ont mis toutes nos possessions. Et lorsque nous sommes sortis à l'arrivée, j'espérais rencontrer mon épouse, mais je ne l'ai pas vue. J'ai vu Sohong. Sohong, bien entendu, avait vécu à l'étranger. Je l'avais rencontré quelques fois. Je l'avais rencontré là-bas, et il me disait alors que si je rentrais au Cambodge, il m'accompagnerait jusqu'à mon village natal. Et en fait, Sohong m'a regardé comme si je n'avais pas été son égal quand je l'ai rencontré. Il a montré du doigt d'autres personnes en me disant « mais ces gens-là vont venir et s'occuper de vous », et puis il a tourné les talons. Et alors, je suis monté dans une Volkswagen ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas de la marque de la voiture, et puis, une fois dans la voiture, on m'a amené à l'école technique de Phnom Penh. Merci. J'aimerais approfondir ce sujet. Lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport de Pochentong, à part Sorong, avez-vous rencontré quiconque d'autre? Réponse. J'ai rencontré quelques autres personnes, des Khmers, qui avaient vécu outre-mer, comme Singh Lani, et quelques autres. Singh Lani était un ancien étudiant qui avait étudié à Moscou. Je l'ai rencontré, il m'a tapé sur l'épaule et il est parti. Il n'a pas dit grand-chose, il est juste venu me voir et j'ai été surpris là parce que je le connaissais bien et je considérais qu'il m'était proche. Mais lorsque je l'ai revu pour la première fois, il m'a simplement tapoté l'épaule et cela m'a un peu pris au dépourvu. Puis je suis monté dans la voiture et je suis parti. Question, je vous remercie. Vous avez mentionné Sohong. Est-ce que Sohong vous a dit à votre arrivée quel poste il occupait à l'époque? Réponse. Non, je ne savais pas à ce moment-là. Mais je l'avais rencontré, Ieng Sary, et d'aucuns m'avaient dit qu'il était un adjoint proche de Ieng Sary. Question. Avez-vous demandé à la personne qui a pris votre passeport, lui avez-vous demandé pourquoi on vous prenait votre passeport? Réponse. Je n'ai pas osé demander parce que j'ai compris alors l'atmosphère qui régnait. Je n'ai pas osé ouvrir la bouche pour poser des questions. J'ai regardé l'expression sur les visages des personnes autour de moi. Ils étaient très sérieux et je n'ai même pas osé leur sourire. Question. Merci. Lorsque vous avez quitté l'aéroport international de Pochentong, quelle impression avez-vous acquis de la situation le long de la route qui menait à Phnom Penh? En
premier lieu, j'avais encore une bonne mémoire de la route de Pontchenton à Phnom Penh. La maison de ma sœur n'était pas très loin de l'école technique Khmer, et donc, avant de revenir, je m'étais habitué au lieu où elle se trouvait. J'ai noté qu'il y avait beaucoup de gens, qu'il y avait une circulation assez importante. Mais à ma surprise, lorsque je suis revenu, je n'ai pas vu beaucoup de circulation, et j'ai également pu voir qu'il y avait des voitures en panne abandonnées dans la rue, manque d'entretien depuis longtemps d'habitations qui étaient elles-mêmes abandonnées. Certaines maisons étaient désertes, et il poussait des arbres à travers ces maisons dilapidées, et je me suis rendu compte que ces maisons n'étaient pas occupées. Question. Donc, sur le chemin de la ville, avez-vous noté la présence de soldats du Kampuchea démocratique qui assuraient la garde des rues? Réponse. Mis à part les soldats, je n'ai pas vu de civils. J'ai noté qu'il n'y avait que des soldats qui d'ailleurs étaient très jeunes. Question. Lorsque les intellectuels ou les autres Cambodgiens de retour de France qui sont arrivés au Cambodge, est-ce que les dirigeants des Khmer Rouges, Nunche Ayeng Sari ou Khieu Sampang, est-ce que ces dirigeants ont préparé une quelconque cérémonie de bienvenue, d'accueil pour ces personnes qui revenaient au pays? Réponse. Micro. Nous n'avons pas de micro. Je n'ai pas rencontré ces dirigeants supérieurs. Je n'ai rencontré que Ieng Sari quelques semaines plus tard, après mon retour. Le président. Désolé, nous n'avons pas eu de son. Nous n'avons toujours pas de son. Lorsque vous êtes arrivé au Cambodge, vous êtes rentré au Cambodge, le président. Monsieur le procureur, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais continuer à poser mes questions. Lorsque vous avez quitté l'aéroport de Pontchenton, où vous a-t-on emmené et quelles tâches vous ont-elles été assignées? Réponse. Le premier jour de notre arrivée, ils nous ont emmenés de l'aéroport de Pontchenton et nous ont déposés à l'ancien institut technologique Khmer Rouge soviétique. Question.
Vous ont-ils assigné des tâches quelconques à entreprendre? Et si c'était le cas, quelles étaient ces tâches et où avez-vous effectué ces tâches? Réponse. Lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont dit de nous reposer un peu. À ce moment-là, ils nous ont fait du riz à manger et ils nous ont offert du riz de vieille récolte. Et j'ai remarqué que les personnes qui vaquaient autour de l'immeuble étaient extrêmement maigres. Et ils nous ont dit qu'il fallait être patient car la situation s'améliorerait rapidement. Nous avons donc dû séjourner là pendant quelques jours, suite à quoi ils nous ont désignés pour nous rendre dans les rizières et ils nous ont demandé de réparer des maisons délabrées également. Et de temps à autre, ils nous demandaient également de dégager les pierres, de désempierrer les champs pour ouvrir des rizières et également de déplacer, démolir des maisons. Merci. Lorsque vous avez séjourné à l'Institut technologique méro-soviétique, avez-vous obtenu des informations quelconques concernant votre épouse et si oui, d'où provenaient ces informations? Réponse. Lorsque je suis arrivé, de prime abord, j'ai rencontré certains de mes amis que j'avais quittés il y avait 4 ou 5 mois. J'ai pu constater leur apparence physique. Ils ressemblaient aux détenus juifs que j'avais vus dans un film. Et j'ai vu des personnes plus âgées, comme Aom et Mal et d'autres, qui faisaient qui travaillaient très dur et qui étaient obligés de faire des travaux laborieux. Et ils devaient fouiller dans les poubelles pour y chercher des pots de bananes. Et moi, j'avais rencontré ces personnes plus âgées qui, dans des pays étrangers, vivaient bien et mangeaient à leur faim. Lorsque je les ai vus dans cet état, j'ai été très ému et j'ai pu à ce moment-là apercevoir mon épouse et je me suis rendu compte que mon épouse avait travaillé à cette école technique, mais même si elle m'a vu de loin, elle n'a pas osé se rapprocher de moi. Ce n'est que tard dans l'après-midi, une fois ses tâches terminées, elle est venue me voir brièvement. Elle m'a dit que je devais faire ce que l'on me disait de faire et que je ne devais en aucun cas mettre mes mains sur ma taille lorsque je parlais à quelqu'un, respecter les règles et si j'étais en possession de quoi que ce soit, médicaments, bonbons, quoi que ce soit, il fallait partager avec personne d'autre. Parce que s'ils avaient appris cela, j'aurais eu des ennuis. Voilà ce que ma femme m'a dit à ce moment-là. Je vous remercie. Question? Quand vous-même et votre femme avez-vous commencé à vivre ensemble? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. C'était environ une semaine ou 10 jours plus tard. Ils nous ont
Connaissez-vous Carquinze? Si oui, qu'était cet endroit? Où était-il? Quand a-t-il été mis en place? Et qui en était le chef? ก็ดอกกลางนั่นคือสำหรับ Réponse. Carquinze, c'était l'Institut technologique. C'était le nom de code de cet institut. Quand je suis arrivé, le chef était Bankrum. Il était plus jeune que moi, mais par respect, on l'appelait Bang. Bankrum. C'était le chef, et c'est lui qui nous a aidés. Un de mes amis m'a chuchoté que ce Poum avec un autre nom dont je ne me souviens pas et qu'il avait été étudiant dans cet institut mais qu'il était préférable de faire semblant de ne pas le connaître ou de ne pas connaître ses antécédents. Question. À quoi servait Carquinze? Réponse. Il s'agissait d'un centre de rééducation. Question. À quel moment a-t-il été créé? Réponse. Je ne sais rien, mais quand ma femme est rentrée, elle y est allée. Autrement dit, au moment de l'arrivée de ma femme en janvier, l'endroit existait déjà. Question. À part le dénommé Koum, avez-vous reconnu d'autres gens qui travaillaient à l'Institut technologique? Réponse. Il y avait là 3, 4 ou 5 soldats, mais je ne me souviens pas de leur nom. C'était des Tchans. Question. Avez-vous jamais vu Kiem Sari, le Sampan, Nocha ou d'autres dirigeants de couleur rouge s'y rendre ou y tenir des réunions? L'interprète apporte une rectification, il s'agissait de jeunes et non pas de Tcham. Réponse. À mon départ non, mais ma femme m'a dit au moment de son arrivée il y avait une session d'études dirigée par que Sampan. Question. Vous a-t-elle dit de quoi il avait été question au cours de la session d'études? Réponse. J'ai demandé ce qu'il avait enseigné. Elle m'a dit qu'elle l'appelait Bon Monsieur Sampan. Il avait dit que nous étions de bons patriotes parce que nous étions rentrés au Cambodge. Il a dit que le pays devait se développer, qu'il avait besoin de ressources et que nous devions nous changer. Voilà ce dont je me souviens. Question. Vous dites que 15 est le centre de rééducation. Quel genre de personnes étaient envoyées à 15 pour y être rééduquées?
Ces Cambodgiens étaient déjà rentrés de l'étranger, comme ceux de mes groupes, mais il y a aussi des étudiants, des soldats. J'ai appris plus tard que certains Cambodgiens rentrés de l'étranger avaient été emmenés, mais je ne sais pas où. En général, cet endroit était destiné aux Cambodgiens rentrés d'étranger. Toutefois, d'autres Cambodgiens rentrés de l'étranger n'ont pas été emmenés à K15. C'est plus tard à Tuol Sleng que j'ai vu. La plupart de ceux qui étaient à K15 venaient de France, d'autres venaient des États-Unis. Il y avait des militaires qui par la suite ont été emmenés. Il y avait aussi des Cambodgiens rentrés de l'Union soviétique ou du bloc de l'Est, lesquels eux aussi ont été emmenés de K15 par la suite. Saviez-vous pour quelles raisons les gens entrés de l'étranger étaient classés selon ces différentes catégories? À l'époque, je ne savais pas. J'ignorais pourquoi certains des Cambodgiens rentrés de l'étranger se voyaient emmenés. Question. Durant votre séjour à K15, avez-vous été témoin de certains événements que vous venez décrire? Réponse. De manière générale, nous devions nous reconstruire. Cela veut dire que nous devions casser des pierres pour mettre en place des rizières près de Borei-Pila. Nous devions aussi faire pousser du liseron. On nous disait que le travail dur est une bonne manière de se reconstruire. Il y avait aussi des sessions de critique et d'autocritique. Et chaque semaine, il y avait une réunion d'équipe. De temps à autre, il y avait une session d'études. Voilà la situation générale. Il m'est difficile de donner plus de précision. Nous travaillions à la production, nous cassions des pierres, nous faisions ce qu'on nous disait de faire. Certains faisaient de l'engrais, on l'appelait l'engrais numéro 1, c'était un mélange d'excréments et d'urine. Si nous parvenions à fabriquer cet engrais numéro 1, cela veut dire que nous étions capables de nous le forger. Bref, cela voulait dire que nous étions capables de dépasser notre position de classe. Question. Concernant la liberté et la discipline, à K15, y avait-il une certaine liberté en cas de faute? Quelles étaient les sanctions qui leur étaient infligées?
demandé ce que veut dire la rééducation. Se rééduquer, ça veut dire oublier le passé. On nous disait que la liberté, cela n'existait pas parce qu'Ankar elle-même était synonyme de liberté. Concernant la critique et l'autocritique, nous devions seulement critiquer les membres de notre propre groupe, à savoir ceux qui étaient rentrés de l'étranger. Prenons le cas de quelqu'un qui n'arrivait pas à travailler dur. Prenons le cas de quelqu'un d'autre qui aurait encore gardé des attaches à Paris ou ailleurs à l'étranger. Si quelqu'un de plus haut placé commettait une faute, nous ne faisions pas de critique. C'était Poum qui s'en chargeait. Il représentait la justice et l'Ankar. Nous n'étions pas habilités à critiquer des combattants du centre ou à critiquer Poum. Nous pouvions seulement critiquer les membres de notre propre groupe afin de nous réformer. Nous participions à ces séances de critique et d'autocritique avant de nous reposer en général. L'objectif premier était de nous mettre au service de l'Ankar, qui était synonyme de justice. Si nous y croyions, cela suffisait. L'Ankar était au cœur de notre vie à l'époque. Nous nous sommes reforgés pour entrer dans la classe pure des ouvriers paysans. Mais la question est de savoir si la classe des ouvriers paysans était capable de nous offrir un avenir meilleur. J'étais quelque peu perdu car je m'interrogeais sur le but de la rééducation. Tout se mélangeait. Qui disait Ankar disait perfection. Nous pouvions seulement critiquer les membres de notre groupe. Donc si vous me parlez de liberté, il n'y avait pas de liberté dans ce sens. Pas de liberté, pas de démocratie, pas de liberté de parole. Parler impliquait de s'exposer à une erreur. C'était le sens de la rééducation à 15. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Nous n'avions pas non plus la liberté de nous taire. Question. Qu'en était-il des sanctions disciplinaires en cas de faute? Quelles sanctions étaient infligées? Réponse. Dans ce centre, je n'ai jamais assisté à des passages à tabac ou à des actes de torture. Je n'ai pas non plus vu qui que ce soit y mourir. Bien sûr, j'ai vu que des gens se faisaient emmener, mais j'en ignorais les raisons. C'était probablement l'Ankar qui les faisait emmener pour une raison ou une autre. Il y a des soldats qui étaient arrivés avec moi qui se sont fait emmener. Certains n'étaient pas satisfaits de la situation dans le centre. À l'époque, je ne me doutais nullement que ces gens étaient emmenés pour être exécutés S-21. Je n'y ai jamais songé.
Je n'ai jamais assisté à des actes de torture physique. Bien sûr, il y avait une torture psychologique que nous endurions en notre fort intérieur, mais nous n'avons jamais reçu de coups. Question. Qu'en est-il du régime alimentaire? Réponse. Dans mon livre, il y a un passage qui porte sur la ration alimentaire. C'était une sorte de bouillie épaisse, mais ce n'était pas du riz. Il y avait du liseron avec juste quelques grains de riz. Il n'y avait presque pas de poisson dans cette bouillie de riz et de liseron. Cela ressemble à ce qu'on donne à manger aux cochons. Question. Qui fixait la ration alimentaire? Y avait-il des instructions à ce sujet? Réponse. Je n'en savais rien, tout le monde disait que cela émanait de l'encart. Question. Pour quelle raison l'encart avait-elle été créée et qu'est-ce que cette notion signifiait? Réponse. Je pense qu'il faut poser la question aux aînés qui ont créé l'encart. Pour nous, l'encart nous a demandé de nous rééduquer, mais je ne sais pas dans quel but. Question. Avez-vous jamais entendu Yang Sari, Nonchea ou Kyo Sampan dire quelque chose ou diffuser des informations concernant la ligne du parti et sa transmission depuis les échelons supérieurs vers les échelons inférieurs, soit à K15, soit ailleurs? Réponse. Après mon arrivée au Cambodge, j'ai séjourné à K15 et jusqu'au moment de mon départ, en 1979, je n'ai jamais entendu mentionner le nom de Nonchea. J'ignorais qui c'était et au cours de mon séjour à K15, nous entendions parler de l'encart. L'encart nous éduquait. On nous disait d'être fiers de la révolution cambodgienne. On nous disait que nous devions nous reforger. Tout cela, je l'ai entendu, mais je ne savais pas quel était le but de cette rééducation. Je ne savais pas quand elle allait prendre fin. Comme je l'ai dit, je ne savais pas pour quelles raisons nous devions nous reforger, nous reconstruire. Je ne savais pas non plus de quelle façon cela était censé nous faire comprendre la révolution. Je ne comprenais pas à l'époque. Je faisais juste ce qu'on me disait de faire. J'étais désespéré à l'époque. Et je n'avais qu'un souhait, c'était que cela finisse. À la radio, j'entendais que la révolution était merveilleuse et qu'elle durerait 3000 ans. C'est difficile à raconter.
Question. Avez-vous jamais entendu parler de disparition sous le régime des Khmers rouges? Quelles étaient les implications d'une disparition? ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដឹងការបាត់ខ្លួនហ្នឹងច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំ Réponse. Ce n'est qu'à mon retour à Phnom Penh, en mai ou en juin 1979, que j'ai été informé des disparitions. À ce moment-là, je suis allé à Tuol Sleng ou S21. J'ai travaillé un certain temps. Et c'est là que j'ai appris que les camarades qui avaient disparu avaient leur nom inscrit à Tuol Sleng. J'ai donc compris à ce moment-là que ces amis qui avaient disparu des Khmers rouges, l'interprète se reprend, des terres rouges, avaient été envoyés se faire exécuter à Prekong, à environ 3 km de Tuol Sleng, approximativement. Certains de ceux dont le nom était inscrit à S21 provenaient des terres rouges. Question. Concernant l'endroit où vous logiez et travailliez, avez-vous observé personnellement les activités des cadres Khmers rouges? De quelle façon se comportait-il envers la population là où vous viviez ou travailliez? Réponse. À K15 et aux autres endroits, nous vivions confinés dans l'enceinte du camp, sans aucun contact avec l'extérieur ou avec la population. Nous n'étions pas autorisés à avoir de tels contacts. Pendant toute la durée de mon séjour en camp, sous les Khmers rouges, je n'ai pas su quelles étaient les conditions de vie de la population. Nous ne recevions aucune lettre, aucune visite, nous vivions entre nous. Et nous n'étions pas autorisés à entrer en contact avec d'autres que les membres du groupe. Par exemple, à K15, j'ai vu un vieil homme qui marchait le long de la voie ferrée. Si nous lui avions parlé, nous aurions été critiqués pendant la réunion. Nous pouvions donc entrer en contact uniquement lorsque cela était permis par l'encart. J'ignorais donc tout des conditions de vie du peuple cambodgien. L'on nous disait que le peuple aurait 3 repas par jour, mais dans la réalité, nous n'en savions rien. Nous n'avons jamais vu cela. Quand on nous disait que le peuple avait 3 repas par jour, nous aspirions à pouvoir nous aussi vivre avec le peuple et avoir 3 repas par jour. Question. Je voudrais évoquer D2. Qu'était D2? Où se trouvait cet endroit et à quoi servait-il? Réponse.
Je suis resté un certain temps à K15 après mon arrivée, un peu plus de 3 mois peut-être. Ensuite, certains d'entre nous avons été transférés dans une fabrique. D'autres ont été envoyés à Angkor Chey, dans une ferme d'État. Quant à moi et à quelques-uns de mes amis, au nombre de 5, nous avons été envoyés à D2, qui était une fabrique située entre Phnom Penh et Phrae Phneu, à proximité du kilomètre 6. C'était une vieille fabrique, je ne sais pas où l'endroit se trouve actuellement. Nous y avons été envoyés. Au total, nous étions 5. Le chef de la fabrique, un dénommé Sok, nous a dit que pendant l'assaut contre Phnom Penh, l'Angkar lui avait donné l'ordre, ainsi qu'à son groupe, composé de soldats, au nombre d'environ 200, de rester stationnés dans cette fabrique. Et la plupart des membres de son groupe étaient de jeunes soldats. Ils ont fait de cet endroit leur base pour différentes raisons, notamment parce qu'ils connaissaient mal Phnom Penh. Ils se sont donc établis dans cette ancienne fabrique. Il n'avait même jamais vu de réfrigérateur. Il a donc reçu instruction de la part de l'Angkar de refaire fonctionner les machines de la fabrique. D'après ce que j'ai pu observer dans la fabrique, il y avait un soldat, il y avait quelques familles sino-khmères. Il m'a dit que c'était d'anciens ouvriers de la fabrique et qu'il pouvait apprendre aux soldats à faire fonctionner le matériel de la fabrique, y compris les machines à battre le riz. Question. Avez-vous jamais rencontré à D2 des intellectuels cambodgiens de votre connaissance? Réponse. Hormis les membres de mon groupe, au nombre de 5, j'ai vu seulement des soldats et leurs familles, et de temps à autre, j'ai vu Vorn Vet qui venait inspecter les lieux. Je ne le connaissais pas, mais l'on m'a dit que c'était Vorn Vet et qu'il venait inspecter les lieux. Mais je n'ai jamais vu qui que ce soit d'autre. Avez-vous jamais vu Yengsari que Sampang Nunchea visiter D2? Ou est-ce qu'une réunion a eu lieu à D2? Réponse. Non. À D2, quelle était votre fonction principale et quelle était la routine de travail quotidien qui était assignée au personnel qui s'y trouvait? Réponse. La fonction principale de D2, c'était de moudre le riz, de battre le riz. Mais il s'agissait d'une fabrique traditionnelle. Donc il y avait du personnel venant de Chine qui avait acquis des qualifications dans le raffinage du minerai de fer.
Et le minerai de fer était une matière première et chaque jour, on nous envoyait un jeune adolescent qui ensuite devait aller à Phnom Penh, collecter de la ferraille qui serait ramenée et qui serait raffinée. Lorsque j'ai visité cette fabrique ou cette usine, j'étais content parce qu'il m'a semblé que je pourrais rencontrer des gens là-bas. Et lorsqu'on est arrivé sur place, on nous a dit que nous étions étiquetés comme étant des gens du front. Et ces gens-là me connaissaient comme membre du front, mais les conseillers de l'ANCAR nous avaient dit que nous devions dissimuler notre propre identité et essayer de nous fondre dans la masse des autres. Et donc, il fallait que l'on se souvienne toujours que nous ne devions jamais laisser quiconque savoir que nous venions d'un pays étranger, que nous avions suivi des études à l'étranger. Nous devions devenir des amis du peuple et des paysans à la base. Lorsque nous sommes arrivés à B2, les gens qui étaient sur place savaient d'où nous venions. Et le camarade Poum, qui nous avait dit de ne pas leur révéler notre identité, en fait, ces gens-là nous connaissaient déjà. Alors, on n'a pas pu garder le secret. On ne savait pas si l'on pourrait véritablement conserver nos identités secrètes, car ils étaient déjà au courant de notre identité. Et les gens sur place m'ont dit que je devrais, donc Soc m'a dit que je devrais rejoindre son groupe. Alors, nos amis qui se sont rendus là-bas m'ont dit que nous devions perdre notre mentalité d'intellectuel et nous fondre dans la paysannerie et nous forger avec les gens sur place et essayer de nous intégrer dans le groupe. Et ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de gens avec des capacités techniques. Donc, en fait, ce qu'ils essayaient de faire, apparemment, c'était de me convaincre pour obtenir des réponses. Ils ont essayé de me persuader par différents moyens, en disant par exemple qu'ils avaient besoin de gens avec des capacités techniques pour garantir le fonctionnement de l'usine. Mais nous ne leur avons pas dit ce en quoi nous étions qualifiés, car l'ANCAR nous avait donné l'ordre de ne pas révéler notre identité. Ce qui fait que je n'ai pas rejoint l'équipe. Au lieu de cela, nous avons simplement constitué un groupe qui nous était propre. À ce moment-là, j'ai été nommé responsable du groupe parce que j'étais plus âgé que les autres membres du groupe. Et mon équipe avait la responsabilité de la coupe du bois. C'était des équipes d'ébénistes, en fait, ou de charpentiers. Personnellement, je n'avais jamais manié le bois. Je leur ai dit que j'étais un ignorant, que je ne savais rien. Ils nous ont demandé d'essayer de tailler le bois pour faire du mobilier, des choses comme ça. Ils nous ont dit d'étudier la conception du mobilier. Alors j'ai dû apprendre comment on pouvait devenir ébéniste. Alors, j'avais des connaissances que je n'ai pas partagées avec eux parce que j'étais terrifié et inquiet. Et les gens sur place étaient très frustrés, déçus, parce que je leur ai dit que je ne savais rien. Donc j'ai prétendu ne rien connaître ou savoir, et en conséquence, finalement, j'ai pu partir avec eux. Le président, je vous remercie, monsieur le témoin.
Le moment est à présent venu de suspendre l'audience pour la journée. Donc l'audience est à présent suspendue. Nous reprendrons demain à 9 heures. Demain matin, nous entendrons le témoignage de M. Sunsip Kun. Après la conclusion de son interrogatoire par les avocats de la partie civile, nous donnerons la parole aux avocats de la défense de Kyo Sampang en premier lieu. Monsieur Hon Tong-hun, votre témoignage, votre audition n'est pas terminée et c'est la raison pour laquelle nous allons vous demander de revenir à la Cour. Demain matin, nous entendrons donc le témoignage de M. Sun Si-kun d'abord, mais vous serez invité dans l'alternative à rester à la disposition de la Cour pour le cas où M. Sun Si-kun, pour des raisons de santé, s'avérerait incapable de témoigner. Ce sera à vous de prendre sa place demain. Monsieur le greffier, veuillez s'il vous plaît vous permettre à monsieur le témoin d'obtenir un lieu d'hébergement pour le témoin et de faire en sorte qu'il soit de retour avant 9 heures à la cour. La sécurité va ramener les accusés au centre de détention, les ramènera demain matin avant 9 heures. L'audience est suspendue.